je vais la faire en luxembourgeois, ça va pour tout le monde? Donc, nous sommes Alain Wagner et Dominique Norroy. Voilà, on vient du service information et presse et on va vous présenter démystifions la norme européenne sur l'accessibilité numérique. Donc, on va voir un peu pendant ces 50 minutes à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on s'en sert de cette fameuse norme européenne. Et avant de ça, on va vous parler un petit peu d'accessibilité numérique. Comme ça, vous verrez ce que c'est. Vous pouvez retrouver cette présentation en ligne. Donc, c'est une présentation qui est accessible. Donc, voilà, pour les personnes qui en ont besoin, vous pouvez scanner ça. Vous aurez les slides, le transcript. Dans les slides, vous avez tous les liens. Et donc, c'est gd.lu, 3 W majuscule, S majuscule. Ça doit être un O, Z, O. Voilà. Z minuscule, c'est un 0 ? Okay, Yes. bah, voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez le QR code ici. N'hésitez pas à le scanner si vous le souhaitez. On se présente 2 petites minutes. On est donc le service information et presse du gouvernement luxembourgeois. Sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez à Accessibility Luxembourg. On est actif depuis 2020. On a 3 missions principalement. La première, c'est le contrôle de la conformité des sites et applications mobiles du secteur public, donc de la conformité avec les normes d'accessibilité. On sensibilise le grand public et les administrations, c'est ce qu'on fait maintenant, ça tombe bien. Et le troisième, on offre une médiation entre les utilisateurs et les administrations. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen, citoyenne peut venir nous contacter, nous dire j'ai un problème d'accessibilité avec ce site, aidez-moi. Et nous, on va contacter l'administration, le CTIE, enfin voilà, les gens qui sont derrière, et on va essayer de trouver une solution. Ok, voilà, ça c'est ce qu'on fait. Voilà. Alors, on est au courant qu'on est en pleine phase de digestion, donc je ne vais pas vous demander de vous lever, mais simplement, qui a déjà entendu parler et même mis en pratique l'accessibilité numérique? Ouais. Ok. Waouh, très bien. Qui n'a jamais entendu parler de WCAG? Parfait, d'accord, donc impeccable. On peut continuer sur cette lancée. Donc, rappel pour la majorité d'entre vous, c'est quoi l'accessibilité numérique et surtout quel but ça poursuit? C'est simplement de garantir à tous, donc sans discrimination, le même accès à l'information et aux services en ligne, donc quelle que soit la nature du handicap et la façon dont chacun consulte l'information. Alors, on a des handicaps multiples auxquels il faut faire face. Donc, par exemple, on peut être aveugle ou sourd, né avec un handicap physique ou cognitif, mais aussi il existe de nombreuses variations ou même combinaisons de handicaps. Donc, par exemple, on peut être malvoyant ou daltonien, mais on peut aussi être aveugle et sourd en même temps. Donc, quelques stats. 15% environ de personnes en situation de handicap sont venues au monde avec un handicap, tandis que la vaste majorité des autres, donc 85%, le sont devenus suite à une maladie ou un accident. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont l'OMS décrit ça. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas uniquement un problème de santé. Ça ne se limite pas à un problème de santé. Et ce qui l'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on interagit entre les caractéristiques corporelles d'une personne et puis les caractéristiques d'une société où cette personne vit. Donc, grosso modo, on n'est pas uniquement sur une question médicale, c'est plutôt comment est-ce que la société fait pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap. Et comme vous l'avez vu, quand on parle de handicap au pluriel. Alors, d'autres stats, en Europe, on estime environ 15% de la population qui est dans cette situation. Et au Luxembourg, c'est grosso modo la même chose. Le Statec a mené une étude qui a été publiée l'an dernier. On est à peu près sur la même proportion. Ces 15%, vraisemblablement, sont appelés à croître en lien avec le vieillissement de la population, au Luxembourg comme en Europe d'ailleurs. Mais ce phénomène ne doit pas masquer le fait que le handicap peut survenir à tout âge. Il peut être temporaire, vous faites une chute à ski, vous vous blessez, vous êtes dans une situation de handicap pendant des jours, des semaines, voire des mois. Donc, il vous est possible à tout moment de vous retrouver empêché physiquement. Et donc, c'est une manière de nous rappeler qu'on est toutes et tous concernés. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, on vous a préparé quelques exemples de problèmes d'accessibilité. On a recherché un site qu'on connaît tous dans cette salle. On a choisi le site des Vox Days Luxembourg. On espère
que les organisateurs ne nous en tiendront pas rigueur. Voilà, cœur avec la main. Donc voilà, pour vous montrer des problèmes d'accessibilité, on a utilisé un lecteur d'écran pour effectuer ces tests-là. Alors, pour ceux qui ont peut-être du mal à voir ce que c'est ou ce que ça fait, un lecteur d'écran, c'est une technologie d'assistance. Et c'est un outil, un programme qui est utilisé par les personnes aveugles, notamment, pour interagir avec l'ordinateur. C'est-à-dire que le lecteur d'écran procède par synthèse vocale, il va lire tout ce qui est présenté à l'écran, et en l'occurrence dans le cadre de la page web, et donc que les personnes aveugles ne peuvent pas voir. Ça va vous permettre de savoir sur quel élément, sur quel composant vous êtes, un lien, une image, un bouton, etc., etc. Et surtout, si vous êtes dans une partie de navigation, une partie de contenu, etc. Là, ce qu'on va vous demander, en fait, c'est soit de vous jouer le jeu, vous fermez les yeux, et puis vous allez essayer de nous dire si vous arrivez à identifier à quelle heure ont lieu les présentations et qui sont les sponsors. Donc ce sont deux éléments qui sont présents sur la home page. Je ne sais pas si on l'a chargé. On l'a chargé. Tadam. Celui-là, yes. Attends. Ah oui, il faut peut-être... Voilà, super. Donc, voilà, sur le site des Vox Days, voilà, c'est cette partie, agenda. On va scanner rapidement donc, le calendrier. Et puis après, on va descendre un peu plus en pied de page. Voilà, vraiment en pied de page. Après, voilà. Et on va essayer de voir si tous les... Voilà, c'est encore après les flip cards. Voilà, les sponsors, on va essayer de voir si tous les liens des sponsors sont effectivement restitués. On va revenir sur la présentation. Alors, yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Heading Level 3 Link from Kafka Misconfigurations to High Performance, a practical guide to keeping your producer sane. Nupur Agarwal. Heading Level 3 Link level up your Java streams with gatherers. Hints Tershur. Heading Level 3 Link Gira SES Secrets Cuba Avec L External Secrets Operator, Parse KJEL Evolved Bien. Alexis Val. Contact us. All radio button check. Link. Website link heading level 4. Link. Website link heading level 4. Link. Website link heading level 4. Voilà, donc on n'a pas été plus loin, mais grosso modo, là, il y a trois leçons qu'on peut retenir de ça. Bon, bah, la première, c'est que le tableau a été fait de telle sorte que les headers qui sont les heures sont pas corrélés avec les intitulés de présentation. Le deuxième, ben, en fait, c'est la langue, c'est-à-dire que lorsque c'est en anglais, c'est OK, mais le parce que je l'ouvre bien, ben, en fait, c'est quasiment incompréhensible parce que on n'arrive pas à switcher sur la langue, ce qui doit être pratiquement possible. Et enfin, sur les liens des sponsors, ben, on entend uniquement link, link, link. Donc on comprend qu'il s'agit d'un lien, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà, si vous êtes un utilisateur de Screen Reader, vous allez vous retrouver effectivement empêché dans ce genre de dispositif. Alors, deux, trois autres éléments qu'on a pu voir, toujours sur la home page, et qui peuvent poser problème à certains types de publics. Alors, par exemple, les personnes qui sont malvoyantes, vous allez avoir des images sans alternative textuelle, par exemple le logo Vox Days. Bon, ben voilà, c'est une image qui ne dispose pas d'alternative textuelle. Donc là, le screen reader ne peut rien faire avec ça, et donc l'utilisateur passe à côté. Les liens vides, donc on vous a montré effectivement pour les sponsors. Un autre endroit, c'est les flipcards, là où vous avez les orateurs. Donc, on a des liens vers les réseaux sociaux, la page LinkedIn de l'orateur. Malheureusement, là aussi, il s'agit de liens vides, donc le lecteur d'écran ne pourra rien faire avec ça. Pour les malvoyants, là, par exemple, on a un menu, on a du gris moyennement clair sur du gris assez foncé. Dans certains cas, ça ne suffit pas. On a un contraste qui va être insuffisant pour certaines personnes qui auront donc du mal à lire ces articles du menu de navigation.
Pour les sourds et malentendants, quelques vidéos qui ne sont pas sous-titrées ou qui sont sous-titrées via des sous-titres autogénérés. C'est rarement fiable. On a vu l'exemple le plus criant, c'est des vidéos en luxembourgeois qui sont sous-titrées en allemand. Ça donne rapidement rien du tout. Mais même en anglais ou en français, la plupart du temps, une relecture et donc une correction sont obligatoires. Sans quoi, on se retrouve avec des craptions, donc des sous-titres de mauvaise qualité, en bon français. Pour les personnes avec troubles cognitifs ou troubles de l'attention, bon, bah, on reprend l'exemple des flipcards. C'est très joli, c'est très chouette. Il n'y a rien pour arrêter ces animations. Donc, avec le risque, effectivement, d'être distrait, perturbé, et donc juste de quitter la page. Voilà. Juste tous ces éléments qu'on vient de citer, ces exemples, que ce soit les couleurs, les animations, les contrastes, l'idée c'est pas de limiter la créativité, mais simplement d'adapter le site ou l'application mobile, lorsqu'il s'agit d'être sur mobile, à la situation particulière de chacun, chacune, encore une fois dans le cadre de la définition de l'OMS, quoi. C'est aussi à la société de faire un pas vers ces différents publics. Pour terminer le tableau, pour reprendre l'exemple de la chute à ski, il est tout à fait possible que demain, vous soyez dans l'impossibilité, pendant X jours, semaines ou mois, de vous servir d'une souris. Donc ça sera uniquement une navigation au clavier. Et pour sauter d'un élément interactif à un autre, vous allez utiliser la touche tabulation. Encore faut-il que lorsque vous allez passer par cette navigation-là, vous sachiez où est-ce que vous êtes. Donc il faut que chaque élément interactif reçoive un focus. En général, c'est un petit rectangle noir ou bleu foncé qui vous permet d'indiquer où vous êtes. Là, pas de bol, vous ne savez pas. Donc vous naviguez, entre guillemets, à l'aveugle. Voilà, c'est quelques éléments qu'on a souhaité mettre en avant. Ce n'est pas une liste exhaustive, elle avait juste pour vocation de vous sensibiliser, si besoin était, à quelques exemples concrets. Mais Voilà, ok, mais voilà, on a bien vu tous ces problèmes-là. Comment est-ce qu'on va les résoudre? Donc, on veut rendre nos sites accessibles. Comment est-ce qu'on fait? Il y a des règles. Quelles sont-elles? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette fameuse norme européenne. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on a passé 10 heures avec Dominique, avec une IA pour générer cette image. Donc, c'était très important. on est très fiers. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, la norme européenne, c'est quoi? Donc, c'est un texte normatif, donc c'est toujours un peu rébarbatif. Voilà, on voit ici la page de garde de la norme. C'est un document PDF dans lequel vous avez son intitulé EN 301-549. C'est un standard européen harmonisé. On va revenir là-dessus tout de suite après, vous verrez ce que ça veut dire. Et son petit nom, c'est Accessibility Requirements for ICT Products and Services. Ok, qu'est-ce qu'une norme? Qu'est-ce qu'on entend par norme? Une norme, ce sont des spécifications techniques officielles. C'est ce qu'il faut respecter. Ça sert à prouver le respect d'exigences légales. Donc, quand vous avez des lois, dans ces lois-là, vous n'allez pas avoir des détails techniques hyper précis, vous allez devoir respecter ceci, cela. Ça peut arriver, c'est quand même assez rare. Pourquoi? Parce que la technologie évolue. Donc si vous mettez dans une loi des exigences techniques précises, votre loi dans 3 ans elle sera obsolète. Donc ça va pas être simple. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on a une loi et on l'associe à une norme. Et les exigences légales sont dans la norme peut évoluer et la loi peut rester comme elle est. Ça sert à prouver le respect d'exigences légales. On dit aussi que c'est des lignes directrices facultatives. Alors pourquoi facultatives? En fait, si vous respectez une norme, cette norme-là en particulier, ça va vous aider à atteindre les exigences légales. Si vous voulez prouver que vous respectez les exigences légales de votre propre manière, vous pouvez très bien le faire. Nous, on ne vous le conseille pas, on pense que c'est la mauvaise approche, mais en théorie, c'est possible. Voilà, enfin, cette norme, elle est issue d'un consensus d'expertes et d'experts. C'est pas un organisme européen qui s'est dit, tiens, de manière unilatérale, les obligations d'accessibilité, ça va être ça et ça, mais ça va être plutôt donc des experts européens qui vont se réunir et qui vont dire, ok, qui vont négocier entre eux et mettre le fruit de leur réflexion dans cette norme.
Alors, la norme européenne harmonisée, c'est un peu l'évolution Pokémon de la norme européenne. Donc, c'est un peu voilà, j'ai fait un super dessin avec une IA en dessous. Voilà, elle est en fait validée par tous les États membres. Donc, cette norme est applicable dans tous les États membres. Elle est publiée au journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable partout. L'intérêt de ce truc, c'est de faciliter l'accès au marché européen. Si vous respectez la norme européenne, vous respectez les exigences dans tous les pays. Ok, alors on revient un petit peu sur ces histoires de contextes légaux. Il y a deux législations, restez avec nous, hein, c'est important. Il y a deux législations européennes qui sont importantes, la Web Accessibility Directive et le European Accessibility Act. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? La Web Accessibility Directive dit que l'accessibilité numérique est obligatoire pour les sites et applications mobiles du secteur public en Europe. Donc ça, c'est le cas déjà depuis 2020-2021. Le European Accessibility Act est arrivé après, il est beaucoup plus large, il s'intéresse aux produits et services, on va voir ce que c'est juste après, ça va plus loin. Donc voilà, Web Accessibility Directive entrée en vigueur en juin 2021, et le European Accessibility Act, et c'est là que ça devient intéressant, il entre en vigueur dans quelques jours. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. Le European Accessibility Act s'intéresse, comme je vous l'ai dit, aux produits et services. Donc les produits, c'est ce que vous voyez là, le matériel informatique, un laptop, un smartphone, les terminaux en libre service, donc les bancomates, les kiosques, ça en fait partie, les e-readers. Et du point de vue des services, vous avez le e-commerce, le e-banking, les sites du secteur de transport, les livres électroniques, les numéros d'urgence, etc. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu dans les news il y a quelques jours, on a une grosse société du secteur du jeu vidéo. Je ne sais pas s'il y a des gamers ici dans la salle. Ça commence par un S et ça termine par Team, qui en fait est une grosse plateforme. Et ils ont fait toute leur communication en disant bah, on est super accessible maintenant. Alors on se dit ah c'est bien, ils ont fait l'effort et tout. En fait, quand on regarde ce qu'ils ont implémenté dans cette plateforme, c'est exactement les exigences qui sont demandées dans le European Accessibility Act. Donc voilà, ils se sont juste mis en conformité, ce qui veut dire que potentiellement les autres plateformes de gaming ne sont pas encore conformes, quoi. Ok, le European Accessibility Act, ça concerne le secteur public et le secteur privé. Donc les entreprises du privé, sauf les micro-entreprises, sont concernées par cette obligation-là. Il y a des sanctions qui sont prévues et c'est pas des petites sanctions. Au Luxembourg, c'est jusqu'à 1 million d'euros en cas de récidive pour une non-conformité avérée. Il y a un organisme en charge du contrôle qui s'appelle l'OSAPS, Office de surveillance de l'accessibilité des produits et services, et vous avez leur adresse email ici, info@osaps.eta.lu. Donc si vous avez des questions, contactez-les, c'est pas nous, donc voilà, on s'occupe pas de ça. Pour l'instant. Voilà. La chronologie de la norme européenne, bon voilà, c'est juste pour vous en dire deux mots. Ça a démarré il y a plus de 10 ans, en 2014. Vous avez donc plusieurs versions qui sont harmonisée, donc la version de 2018, la 2.1.2, et la version 3.2.1 est harmonisée aussi. Le scope de la 3.2.1, ça couvre la Web Accessibility Directive, donc pour le secteur public, et la version 4.1.1, qui n'est pas encore parue, mais qui va arriver, couvrira la Web Accessibility Directive et le European Accessibility Act. Donc elle est encore en draft, même si le draft est déjà très bien avancé. C'est une directive qui a démarré au début pour tout ce qui était procurement, donc pour les processus d'achat. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré et ensuite ça a grossi. Donc on est là, on a la version 3.2.1 actuellement de 2021 qui s'applique au secteur public et on peut déjà l'utiliser aussi pour préparer le European Accessibility Act qui entre en vigueur dans quelques jours. Alors, où est-ce que c'est en application, cette norme européenne? Où est-ce qu'elle est utilisée? Bah, déjà dans tous les pays de l'Europe, c'est déjà pas mal. En plus, vous avez des pays qui se rajoutent à ça, par exemple des pays qui sont membres de l'EFTA, comme l'Islande, la Norvège l'utilisent aussi. Vous avez des pays hors UE et hors EFTA qui sont membres du CEN-CENELEC, qui est le comité de normalisation, comme la Serbie et la Turquie, qui l'utilisent aussi. Et en dehors de tout ça, vous avez aussi l'Australie, le Japon, le Kenya, le Canada, voilà. Donc ça a tendance à grossir, ça prend de l'ampleur, c'est quelque chose d'important qu'on va essayer de vous détailler. Donc s'il y a un outil pour mettre tout le monde d'accord, voilà, je vous ai remis l'animation, désolé.
Voilà, c'est cette norme-là. Donc, c'est une norme qui définit un niveau minimal d'accessibilité à atteindre. C'est un peu comme une norme de qualité de l'eau. Vous avez de l'eau au robinet chez vous, vous pouvez la boire, elle est de bonne qualité normalement. Au Luxembourg, en tout cas, c'est le cas. On peut toujours viser un niveau de qualité plus élevé. Mais cette norme définit un niveau de qualité minimum. Si vous êtes en dessous, c'est pas bon. Donc dans le cadre du Open Accessibility Act, pour les produits notamment, l'OSAPS peut décider de vous interdire l'accès au marché luxembourgeois. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut savoir. Voilà, donc vous n'avez pas le droit de fournir pour la qualité de l'eau une eau de moins bonne qualité que ce que demande la norme. Bah là c'est pareil, on va vous demander d'atteindre un certain niveau d'accessibilité numérique. Voilà, alors là on va tous s'accrocher un petit peu. On va rentrer encore davantage dans le vif du sujet et on va vous montrer comment la norme est structurée. Alors merci pour être tous restés jusqu'à présent. Donc, comme beaucoup de normes, elle est complexe et en plus elle a un périmètre très large. Elle a été faite, donc Alain l'a déjà précisé dans la timeline, au début pour du procurement, c'est-à-dire des procédures d'achat. C'était il y a plus de 10 ans. Après, elle a intégré tout ce qui était conception de sites internet et d'applications mobiles, donc périmètre de la Web Accessibility Directive. Et maintenant, elle va être appliquée aux produits et services qui sont ciblés par l'acte européen sur l'accessibilité. Elle fait au total 186 pages, elle est dense. En plus, elle a de nombreuses références à d'autres normes et standards, comme WCAG, qui doivent être connus pour pouvoir bien s'en servir. Cerise sur le gâteau, il y a assez peu de littérature sur le sujet, ça n'aide pas forcément à sa mise en œuvre. L'unité de base de la norme, c'est le critère. Un critère, c'est quoi? C'est tout simplement une condition à vérifier sur un produit ou un service IT. Si tous les critères applicables sont validés, eh ben alors le produit ou le service en question est considéré comme conforme. Là, vous avez un exemple de critère parmi beaucoup d'autres dans la norme. Ce critère-là, il dit que dans une application de visioconférence, on doit avoir une indication en temps réel de la personne qui parle. Ben, ça permet justement aux personnes sourdes de savoir que quelqu'un parle. Vu comme ça, le texte a l'air assez rébarbatif. On va essayer de le disséquer pour comprendre sa structure. Alors, chaque critère a un identifiant unique, ça commence par ça, et un titre qui le résume. Ici, voilà, Visual Indicator of Audio with Video. Ensuite, il y a une précondition. On évalue le critère que si la précondition est remplie. Donc ici, on vérifie qu'il s'agit bien d'une application de visioconférence, sinon évidemment ça n'a aucun intérêt. Et on verra un peu plus tard qu'il y a des tableaux de critères à remplir. Si vous devez vérifier un site internet, il y a un certain nombre de critères. Si vous devez vérifier un distributeur bancaire, forcément ça ne va pas être les mêmes critères. Voilà, d'où l'intérêt à chaque fois de la précondition. Et donc enfin on a le cœur du critère, l'évaluation, l'information qu'on cherche ici à évaluer. Le critère lui-même, il est suivi de notes, elles ne sont pas toujours là, parfois, et elles vont communiquer des informations sur le critère. Elles peuvent elles-mêmes être assorties d'exemples. Question, comment est-ce qu'on va tester ce critère? Alors, la norme est relativement bien faite dans la mesure que pour chaque critère, vous avez une procédure de test. Toutes les procédures de test sont regroupées dans une annexe qui s'appelle l'annexe C. C'est pour ça que, à côté de chaque identifiant de critère, vous avez un préfixe C. Donc voilà, pour le critère que je viens de vous montrer, c'est le test C655. Voilà. Et donc on voit que la précondition, c'est la même chose. La partie évaluation est un petit peu plus détaillée et elle est décrite étape par étape. Je passe, vous n'êtes pas obligé de lire, Alain va revenir un peu plus en détail après. D'ailleurs, je te recède la parole. Ah oui, non, pardon, c'était encore à moi ça. Oui, alors c'est simplement pour vous dire, la norme est découpée en plusieurs chapitres et 9 thématiques. Donc, par exemple, vous avez une thématique, la thématique 9, qui est entièrement consacrée au web. Vous avez une thématique qui est consacrée à la vidéo. Ici, par exemple, vous avez la thématique 12, qui est consacrée à la documentation et aux services de support. Et qui elle-même regroupe
5 critères, donc chaque critère est numéroté en fonction de la thématique en question. Ici, numéro 12. Voilà, désolé. Pas de souci. Pour faire un petit tour sur les thématiques, voilà, on va commencer par la 9, c'est la plus évidente. Alors on commence pas dans l'ordre. La thématique 9, c'est celle qui s'intéresse au web. Donc le web, c'est un gros sujet en accessibilité numérique, voilà. Et on a un standard international qui s'appelle WCAG, WCAG, et on reprend les critères de niveau A et AA. Je vous en dis un peu plus tout de suite après. Je vous donne ici un exemple d'un critère de la norme qui concerne le web. C'est les critères du contraste minimum. Donc là, pour le fameux menu du site des Vox Days dans lequel on avait des textes pas assez contrastés, vous avez ce critère-là. Qu'est-ce que dit ce texte? Il dit si vous avez un élément, l'élément que vous auditez, si c'est une page web, alors ça doit respecter le critère de VCAG 2.1, contraste minimum. Alors c'est un peu court comme ça, vous voyez que ça fait une référence. En fait, cette thématique 9, c'est vraiment un copier-coller de tout VCAG, enfin une référence à tous les critères de VCAG. Pour vous en dire plus sur ces critères du contraste minimum, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici, c'est bon pour tout le monde arrive ce texte-là ou c'est trop léger? Donc c'est un peu limite, donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Si on est une personne âgée, si on a des problèmes de vision, on n'arrivera pas à lire ce texte-là. Donc pour ça, il faut travailler les contrastes de couleurs pour avoir une couleur un peu plus lisible. Qu'est-ce que WCAG? Web Content Accessibility Guidelines. Apparemment tout le monde connaît ici, je vais passer rapidement, ça a démarré en 99 pour la version 1. Son scope, c'est le web. On peut faire que du web avec, vous pouvez pas auditer un PDF avec, vous pouvez pas auditer une application mobile, ça ne fait que du web. Ça ne fait que du web et ça le fait bien, tant mieux. Il y a 78 critères, en tout cas dans la version 2.1 que nous on utilise, sur 3 niveaux, A, AA et AAA. Alors, qu'est-ce que c'est que ces niveaux A, AA et AAA? Alors, ils sont définis comme ça par WCAG. Donc, le niveau A, c'est les critères essentiels qui s'appliquent à toutes les ressources web. Le niveau AA, ils sont un tout petit peu moins prioritaires, mais toujours obligatoires. C'est les critères qui s'appliquent à toutes les ressources web. Et le niveau AAA, ça va être des critères facultatifs parce qu'ils ne s'appliquent pas à toutes les ressources web et ils sont aussi parfois plus difficiles à appliquer. Voilà, donc des exemples. De niveau A, un exemple de niveau A, pas d'effet de flash. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous avez sur votre site quelque chose qui clignote, on parlait tout à l'heure de jeux vidéo, tout ce qui est clignotement sur un site, dans une vidéo, ça va créer des crises d'épilepsie chez des personnes qui ont une épilepsie photosensible. Ça veut dire que si vous ne respectez pas ce critère, vous risquez d'envoyer des gens à l'hôpital. Donc on évite de faire ça. Si vous pouvez éviter. Voilà, donc par exemple, en 2012, il y avait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres, et dans cette cérémonie d'ouverture, il y a eu pas mal d'animations avec des clignotements, et il y a eu des engorgements aux urgences, parce qu'il y a eu des tas de crises d'épilepsie lors de la retransmission à la télé. Donc c'est des choses à ne pas faire. Le niveau AA, c'est par exemple les contrastes de couleurs. On vient d'en parler, des contrastes de couleurs, donc vous voyez ce que c'est. Si ces contrastes de couleurs du texte ne sont pas suffisants, c'est très embêtant, mais en théorie, c'est pas totalement bloquant, parce que dans l'absolu, je pourrais très bien faire un copier-coller dans un éditeur de texte, changer la couleur, je peux m'en sortir, mais c'est vraiment pénible, c'est vraiment pas pratique, donc c'est un peu moins prioritaire, c'est niveau AA. Et le niveau triple A, ça va être le niveau de la... Par exemple, on pourra mettre dans ce niveau-là la définition de chaque abréviation. Donc les abréviations, les acronymes, comme par exemple DR pour docteur, ou alors je ne sais pas s'il y a encore grand monde qui se rappelle que YATJUG, ça voulait dire Yet Another Java User Group. Voilà, pour les plus vieux. Tribute. Voilà. Et donc ça permet en fait de connaître le degré d'importance d'un critère, et tout ce qui est obligatoire dans la norme européenne, c'est les niveaux A et AA. Donc ça, c'était la thématique 9. Maintenant, on passe à la thématique 10, non-web documents. Donc les documents non-web. Qu'est-ce que c'est qu'un document non-web? Ça va être les documents bureautiques, donc le Word, Excel, PowerPoint, ça va être les PDF et les e-books. C'est une thématique qui est très importante en ce moment sur le web. En tout cas, dans le secteur public, on adore publier des documents PDF sur Internet, et 9 fois sur 10, ils ne sont pas accessibles. J'exagère. On a fait une étude, c'est à peu près 65% des PDF sur les sites publics qui sont totalement inaccessibles aux aveugles. Voilà. Donc, quand vous publiez un PDF, réfléchissez-y.
Voilà, donc comment a été construite cette thématique dans la norme européenne? C'est issu de WCAG to ICT. WCAG to ICT, c'est un document un peu moins connu que WCAG. C'est non normatif, c'est un guide pour appliquer WCAG hors du web. Donc là, la norme s'est inspirée de ça. Ils ont repris les critères niveau A et AA, et certains critères ont été supprimés. Ils sont marqués comme void. Ils sont présents dans la norme, marqués comme void, non applicables. Souvent parce que les personnes de la norme ont trouvé que soit le cas était vraiment trop rare, soit c'était trop difficile à tester. Enfin voilà, il y a des critères qui ont été supprimés. Donc si vous savez tester WCAG, WCAG to ICT c'est relativement proche, il y a quelques nuances qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir auditer un document bureautique ou un PDF. En thématique 11, on a les logiciels. Donc c'est une thématique qui englobe à la fois les applications desktop et mobile. Donc si vous faites une appli Windows native, ou si vous faites une application sur iOS ou Android, ça fait partie, c'est concerné par cette thématique-là. C'est encore une fois une application de WCAG to ICT, je ne vais pas répéter la même chose, c'est comme dans la thématique 10, c'est exactement la même chose. On a aussi des thématiques méconnues, donc voilà, quand on démarre dans l'accessibilité numérique, en général on apprend en WCAG et on n'apprend pas toutes ces thématiques-là, et donc il y a encore pas mal de monde. On en a 6 de ces thématiques méconnues qui ne proviennent pas de WCAG. Il n'y a aucun lien avec le W3C, ça ne vient pas du W3C. Vous avez notamment les vidéos, donc il y a des critères supplémentaires en rapport avec le vidéo. Tout ce qui est communication de temps réel, donc si vous implémentez un chat vidéo dans MyGuichet par exemple, je sais pas, au hasard, vous serez concerné par cette thématique-là. Si vous avez des services support, un helpdesk, vous serez concerné par la thématique 12, etc., etc. Et bien entendu, les services d'urgence, donc le 112, le 113, la police et les pompiers, sont concernés par la thématique 13. Je vous donne des exemples, parce que ça c'est un peu abstrait, dit comme ça, des exemples de ces critères non WCAG. Le premier, c'est les lecteurs de vidéo. Ce qu'on va demander, c'est que quand vous avez un lecteur de vidéo, il soit aussi simple d'activer les sous-titres ou l'audio description que d'appuyer sur le bouton play pause. Vous ne pouvez pas cacher dans un sous-menu le bouton pour activer les sous-titres, il doit être vraiment au même niveau. Donc si c'est un clic pour mettre en pause, ça doit être un clic pour activer les sous-titres. Voilà, j'ai mis le t-shirt exprès, donc vous avez les sous-titres et l'audio description. Voilà. Et pour les dyslexiques aussi, c'est sympa. Voilà. Voilà. L'exemple suivant, donc c'est les outils d'édition. Par exemple, si vous avez un site avec un blog, avec une section commentaires, dans cette section commentaires, vous permettez des commentaires avec un formatage. Cet outil d'édition doit permettre en fait de créer du contenu accessible. Donc si on peut ajouter une image, la fonctionnalité d'ajout d'image doit permettre par exemple l'ajout d'une alternative textuelle. Voilà, donc ça c'est les critères liés aux outils d'édition, c'est quelque chose d'important. Ensuite, le troisième exemple, c'est tout ce qui est identification biométrique. Donc ça, c'est relativement fréquent dans des applications mobiles. Si vous proposez une identification avec une caractéristique biométrique, donc par exemple le scan de votre empreinte digitale, il faut offrir une alternative. Si je suis tétraplégique dans mon fauteuil, je ne peux pas utiliser mes bras, ça va être compliqué pour scanner mon empreinte digitale. Donc il faut proposer une alternative. Cette alternative, elle peut être non biologique, un mot de passe, ou alors elle peut être basée sur une caractéristique biologique suffisamment différente, c'est-à-dire par exemple le scan du visage. Voilà, donc là vous avez des exemples sur ces critères qui sont un petit peu non WCAG. Et donc, on en arrive à la question qui vous brûle tous les lèvres. Qu'est-ce que j'applique comme critère? Par exemple, si je dois évaluer un site ou une application mobile. Alors, les choses sont quand même relativement bien faites parce qu'au pied de cette norme, on a toute une série d'annexes qui contiennent des tableaux et ces tableaux reprennent la liste des critères pertinents lorsqu'il s'agit d'évaluer l'accessibilité. Ici pour un site web, là pour une application mobile, et dans la prochaine version de la norme, la 4.1.1 qui est encore en draft, vous aurez toute une série d'autres tableaux qui répondront à l'acte européen sur l'accessibilité. Alors, voilà, là par exemple, on vous a mis un extrait du premier tableau, donc pour tout ce qui est web content, donc page HTML. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième colonne qu'on a highlightée en jaune clair.
avec la liste de tous les critères à considérer pour évaluer l'accessibilité d'un site web. Et là, effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas que du chapitre 9, que la thématique 9 intitulée Web. On a effectivement la thématique 5 qui concerne donc des questions d'ordre général. On a la thématique 6, on va avoir des éléments liés à la vidéo, etc. etc. Donc, c'est très très précieux d'avoir ces tableaux de correspondance. Et donc, question à laquelle on a déjà partiellement répondu, suffit-il de tester seulement WCAG? Non. Effectivement, il ne suffit pas d'avoir cette connaissance pour effectuer un test complet. Ça ne suffit pas vraiment. Les critères WCAG, ils représentent effectivement un peu plus d'un tiers des critères de la norme européenne applicable à un site web, mais c'est juste un peu plus d'un tiers, quoi. Le deuxième tiers, c'est les critères WCAG to ICT. Donc là, notamment, lorsque vous allez avoir à évaluer des documents non web, donc typiquement les documents bureautiques, des documents PDF. Et enfin, le troisième tiers, c'est les critères natifs à la norme. Voilà, donc la norme, comme on l'a dit, elle va évoluer pour pouvoir répondre aux objectifs du European Accessibility Act. On a une roadmap de publication, donc ne lisez pas, hein, le résumé est à gauche. L'entrée en vigueur prévue, c'est en mai 2026. Donc le European Accessibility Act est là avant la sortie de la norme adaptée, révisée. Ce qui veut dire qu'actuellement, vous pouvez déjà travailler sur base de la norme actuellement en vigueur. Et donc, il y aura une update d'ici un peu moins d'un an, quoi. Voilà, quelque chose qui est important de savoir, c'est que vous avez les drafts en ligne, donc vous pouvez déjà aller les consulter. Il y a aussi une version track change, on peut voir tout ce qui a évolué depuis la version actuelle. Vous avez ici l'adresse du site du GitLab de la norme. Ça veut dire aussi, après, si vous avez des questions, vous pouvez aller fouiller là-dedans pour voir un petit peu quelles sont les discussions sur un point particulier. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette norme ? Il y a déjà une mise à jour, en fait, une mise à jour des liens avec les normes externes, avec les standards externes. On a un lien avec WCAG, comme on l'avait dit, et un autre avec WCAG to ICT, donc on fait référence aux dernières versions, ce qui veut dire qu'il y aura aussi, vont entrer en vigueur de nouveaux critères. Les nouveaux critères, il y a 6 critères nouveaux dans WCAG 2.2, comme par exemple la taille des boutons. Donc on ne pourra plus faire des boutons minuscules, il va falloir avoir des boutons d'une taille suffisante pour pouvoir taper dessus quand on est sur un mobile, par exemple. On a aussi d'autres évolutions qui sont hors WCAG, comme par exemple tout ce qui est lié au real-time text et à la total conversation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le real-time text, donc ça va être quand vous échangez, quand vous êtes dans une application de chat ou de téléphonie ou de visioconférence. Le real-time text, c'est un chat en temps réel, caractère par caractère. Ça veut dire quoi? C'est un peu le même fonctionnement que dans Google Docs, en fait. Donc, quand vous êtes dans Google Docs, quand il y a quelqu'un tape, le texte apparaît directement. À quoi ça sert? Si vous êtes un service d'urgence, vous avez quelqu'un au bout du fil qui est dans une situation d'urgence, donc vous voulez avoir toutes les infos, même si le message est pas terminé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le real-time text. La total conversation, c'est l'intégration du real-time text dans une application de visioconférence audio-vidéo. Voilà. Vous avez aussi des nouvelles tables. Comme l'a dit Dominique, il y a des tables qui sont liées aux sites web et aux applications mobiles dans le cadre de la Web Accessibility Directive, c'est-à-dire pour le secteur public. Comme la mise à jour va parler du European Accessibility Act, vous allez avoir des nouvelles tables qui vont concerner les produits et les services. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Si vous avez un service, par exemple e-commerce, il faudra aller voir dans les tables entre ZB4 et ZB5 pour savoir quels sont les critères que vous devez respecter. Voilà, comment est-ce que vous pouvez contribuer à la norme? Il y a ce fameux GitLab, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous créer un compte dessus, donc il y a une procédure, c'est gratuit, et vous pouvez discuter directement avec les experts et les expertes du comité de la norme européenne. Voilà, on vous a montré un petit peu comment vous servir de la norme, comment vous orienter dans celle-ci. Peut-être pas d'une évidence absolue de prime abord.
C'est aussi pour ça qu'on a souhaité, nous, aller un peu plus loin. On n'est pas forcément les seuls dans ce cas-là d'ailleurs, mais on a développé au Luxembourg 3 référentiels, et ce sont des outils, évidemment, qui sont à votre disposition, open source, et qui continuent d'évoluer quasiment au jour le jour. Donc ces 3 référentiels, en fait, ce sont des traductions en test pragmatique et technique des critères de la norme européenne. Donc on a à chaque fois, pour chaque critère, une méthodologie de test qui est fournie, et l'un des avantages, outre que ça va clarifier certains tests, enfin, certains critères, c'est que ça limite la marge d'interprétation par rapport justement à la norme. Ce qui veut dire que sur un set reprenant les mêmes pages et reprenant le même référentiel, si vous évaluez ces pages par 2 auditeurs différents, théoriquement vous devriez parvenir strictement au même résultat. Donc on propose 3 référentiels, un pour le web, qui s'appelle RAWeb, un autre pour les applications mobiles, le RAM, et un troisième pour évaluer les documents PDF, RAPDF. Ils sont tous disponibles sur notre site accessibilité.public.lu. Ces 3 référentiels ont été développés entre 2021 et 2024 par le service information et presse, et ils continuent à être mis à jour. Le RAWeb est en cours de mise à jour cette année. Donc son scope, c'est, comme on l'a dit, les sites web. Il fournit des tests techniques step by step, et puis une méthode d'évaluation complète pour évaluer justement la conformité par rapport à l'accessibilité. Lui-même, il se base sur un référentiel français, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent, le RGAA. De cette manière, on a un certain nombre de prestataires qui viennent de France qui ne se sentent pas complètement perdus. Puisqu'en fait, on reprend la structure, on ajoute en fait une trentaine de critères, eux-mêmes dans certaines thématiques, pour couvrir l'intégralité de la norme européenne. Et effectivement, un exemple. Là, on revient dans la norme européenne. Là, c'est un critère sur les sous-titres vocalisés. Alors, lisez pas le texte, hein. C'est simplement pour vous donner une idée d'un ordre de grandeur, pour que vous ayez ici une idée sur la densité d'informations qui est véhiculée ici. Et idem pour le test. Donc là, vous voyez, vous avez quand même assez peu de contenu, d'informations pour tester. C'est plutôt succinct comme procédure. Nous, on a essayé, alors le critère dans notre référentiel porte le numéro 418, sinon c'est la même chose. Le critère est toujours formulé sous la forme d'une question, après c'est oui ou non, et donc on a certains termes importants qui sont soulignés, qui mènent à une définition dans un glossaire, et on propose des tests, des notes éventuelles, là c'est le cas, et la correspondance avec le critère de la norme européenne. On va parcourir rapidement ces parties. Le test lui-même, il est plus détaillé que ce qu'on a vu précédemment dans la norme, et il a, c'est là où ça devient intéressant, une méthodologie de test. Et la méthodologie, on va vraiment prendre l'auditeur par la main pour vous montrer. On a jusqu'à 6 steps qui eux-mêmes sont décomposés en plusieurs jalons. Donc ça vous donne comme ça une idée du détail qu'on propose pour que l'auditeur ne se sente jamais perdu face à un critère qui pourrait paraître parfois abscon ou brouillé. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Simplement pour vous dire que si vous retrouvez dans la condition où vous devez auditer des applications mobiles, on propose également à peu près sur la même base un référentiel pour les applications mobiles, le RAM. Il est assez unique en son genre, et il est utilisé en Europe bien au-delà des frontières du Luxembourg, parce qu'en fait il n'a que peu d'équivalents. Il a été mis à jour au début de cette année. Et enfin, pour conclure, le RAPDF, comme l'a dit Alain, notre scope, c'est de voir ce que produit l'État, et l'État, effectivement, produit de plus en plus de PDF. Heureusement, on voit qu'il y a aussi de plus en plus de PDF qui commencent à être accessibles, mais
c'est un outil effectivement qui permet de dire clairement les choses, en tout cas aux administrations. Je laisse Alain conclure. Merci beaucoup. Pour conclure, ça va être assez rapide. Voilà, on est toutes et tous concernés par l'accessibilité numérique. Comme on l'a dit, ça peut vous arriver au cours de votre vie, ça peut arriver à votre famille, à vos proches. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut faire aussi pour soi, relativement égoïstement, pour nous du futur, quoi. C'est un droit fondamental, ça fait partie des droits fondamentaux. C'est aussi des obligations légales pour différents types d'organismes, donc pour le public jusqu'à présent et d'ici une semaine aussi pour le secteur privé. Vous avez une norme qui s'appelle EN 549 qui est cet outil principal, central pour viser la conformité. Nous, on vous fournit des référentiels un peu plus détaillés si vous en avez besoin. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous former et de vous faire accompagner par des expertes et des experts pour mettre tout ça en musique. Et c'est vraiment quelque chose qui est à vous de jouer. Voilà. Et pour les organisateurs, bah voilà, bon courage pour l'accessibilité de votre site. Encore désolé pour les exemples. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que si ça vous intéresse ce sujet-là, si vous voulez en faire votre métier, venez en discuter avec nous. On pourra sûrement échanger sur ce point-là. Voilà, on vous remercie pour votre attention, ça touche à sa fin. Vous avez ici nos coordonnées, donc notre adresse email accessibilité@zipetalu, donc vous pouvez nous contacter, ça arrive voilà, sur nos mailbox. Notre site accessibilité public élu et on est sur 3 réseaux sociaux, LinkedIn, Blue Sky, Mastodon et on a aussi une newsletter. Voilà. Donc si vous voulez suivre notre actualité, on publie des articles à peu près une fois par mois. Voilà, c'est à peu près tout pour nous. Merci beaucoup. Des questions peut-être? Oui? Je vais peut-être brailler comme ça. Allez. J'ai une question très spécifique. Attends. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. En fait, quand j'ai vécu l'enfer de devoir entendre ce tableau, ma première pensée c'était oh mon Dieu, mais en fait je vais juste faire une capture d'écran, balancer ça dans un LLM comme ChatGPT et lui poser des questions. Et j'utilise ces technologies-là parce qu'elles sont assistives pour moi, qui est des enjeux cognitifs. Et je sais que dès que j'en parle en disant oh mon Dieu, ça me facilite la vie, des fois et j'arrive enfin à fonctionner dans la société, il y a des gens sur Blue Sky qui vont me dire c'est affreux pour l'accessibilité, c'est abominable ce que tu fais. Et donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez quand on essaye juste de survivre de l'utilisation de LLM comme ça. Non, l'utilisation de l'IA en général, pas forcément des LLM, c'est quelque chose qui est fait régulièrement par des personnes handicapées avec certains types de handicap, c'est normal. Il y a des technologies d'assistance, ça fait partie des outils. Par exemple, j'en discutais il y a peu avec une personne aveugle et je lui demandais qu'est-ce qui se passe avec les CAPTCHA. On a des CAPTCHA sur les sites, des CAPTCHA graphiques, où on nous demande de choisir les passages pour piétons, les bus ou que sais-je. Bah, quand on est aveugle, on peut pas le passer celui-là, donc il faut une alternative, ou alors on est bloqué. Maintenant, les personnes aveugles ont tendance à prendre une capture d'écran et à jeter ça dans un ChatGPT et de lui dire, résous-moi le CAPTCHA, quoi. Donc il y a même des plugins maintenant de navigateurs qui permettent de résoudre les CAPTCHA pour les personnes aveugles. Donc l'utilité du CAPTCHA, on peut la remettre en question aussi à ce niveau-là. Il faut commencer à se poser des questions. Donc non, moi ce que je dis, c'est par exemple pour la description d'une image, pour la description de ce tableau-là, une personne handicapée peut essayer de se débrouiller en utilisant un LLM. Mais ça n'empêche pas que nous avons une responsabilité en tant que société pour leur faciliter la vie dès le début. On va pas leur mettre plein de barrières et ensuite leur dire débrouillez-vous avec ChatGPT, ça marche pas comme ça. Voilà. Dernière question de mon côté. Alors, c'est super qu'on puisse vous parler pour rejoindre l'équipe, etc. Mais est-ce qu'il y a réellement des postes et est-ce que c'est en train de grandir? Est-ce qu'on a une chance? Il y a un poste ouvert jusqu'au 25, c'est ça? Voilà, chez nous, dans l'équipe. Ok, merci. Merci beaucoup. Il faut se presser un petit peu. Merci infiniment de votre compte. En tout cas, moi qui suis un peu handicapé, j'ai tout compris. En tout cas, non, je rigole. En tout cas, merci pour votre explication. J'ai seulement deux petites questions à votre compte. La première, c'est par rapport au fameux outil là, dont le nom ressemble un petit peu à un dieu égyptien, le Ram là, à votre compte. Ouais. Ah, Est-ce que c'est un outil, en fin de compte, qui s'exécute de lui-même ou bien c'est quelque part un outil qui permet d'aider à auditer? C'est un guide qui permet d'auditer, c'est que du texte. On a que du texte.
Des outils automatiques ou semi-automatiques, il y en a quelques-uns qui existent. Plutôt pour le web, pour les applications mobiles, ça commence. On dit en général qu'on peut tester à peu près 30% des critères de manière automatique, et encore pas complètement automatique, c'est plutôt semi-automatique, guidé, quoi. Ok. Et voilà, et ces outils peuvent aussi avoir des faux positifs, donc il faut souvent tester l'output, enfin vérifier l'output de ces outils Si, automatiques pour être complètement. sûr que ça crée pas plus d'erreurs qu'autre chose, quoi. Ok. Et toute dernière petite question de compte, est-ce que les utilisateurs finaux, en fin de compte, sont impliqués dans la création de cette norme? Est-ce qu'on demande Alors, l'avis des gens, ou bien c'est des gens qui font ça directement? il y a des utilisateurs finaux qui sont impliqués dans la norme, qui sont aussi des experts. Donc, c'est des, des utilisateurs experts, on va dire. Ouais. Merci. Moi, j'ai une petite question pragmatique. Est-ce que vous pouvez faire du lobbying auprès de Bootstrap ou équivalent pour inclure ça dans des IDE? Enfin, si c'est une norme, on doit le faire C'est et il faut le voir, quoi. effectivement. Donc, il y a un problème un peu aussi de supply chain. Donc, il faut se poser la question des dépendances. Est-ce que nos dépendances sont accessibles, les frameworks qu'on utilise, etc. Donc, je suis d'accord avec vous. Là-dessus, Bootstrap, je sais qu'il y a un expert accessibilité assez connu qui bosse pour eux. Donc, il bosse là. Mais c'est pas forcément parce que les briques qu'on vous met à disposition sont accessibles que la composition de ces briques que vous allez faire dans votre application sera encore accessible. Voilà, donc ça, c'est toujours aussi la petite nuance. Mais Bootstrap en soi, ça va, mais effectivement, ça va dépendre des frameworks. Ouais. Je rajoute juste un point sur le sujet. Il y a un plugin SonarCube qui permet de vérifier certaines de ses compatibilités. D'accord. Il n'est pas complet, Ouais. il fait pas tout, Ouais, ouais, ouais. mais il y a un plugin qui existe, SonarCube. Il y a une librairie en fait qui s'appelle Axcore, qui est une librairie qui est assez reconnue pour faire ses tests automatiques. Le W3C a aussi standardisé un langage de test et des tests automatisés. Donc c'est les règles ACT qui sont implémentées dans Axcore. Et Axcore est intégrable dans à peu près tout. Donc si vous faites du CI/CD, donc via SonarCube, via d'autres trucs, j'en sais rien, vous pouvez intégrer Axcore via 36 000 intégrations voilà, qui existent. Et moi aussi, petite question, je sais pas si elle est pragmatique, mais par curiosité, est-ce qu'il y a déjà des gros groupes ou des entreprises qui se sont fait attraper avec une amende ou juste on leur dit ça, en fait, attention, c'est pas accessible? ça va commencer en fait, hein, parce que, comme Alain vous l'a dit, l'acte européen sur l'accessibilité, il entre en vigueur le 28 juin. Ah. Donc en fait, effectivement, l'amende peut théoriquement aller jusqu'à 1 million d'euros. Il est peu probable que la première année de fonctionnement, il y ait des amendes qui soient immédiatement distribuées. Ce sera sans doute de la sensibilisation. Et pour ce qui est du domaine public, en tout cas au Luxembourg, il n'y a pas d'amendes qui sont prévues. Voilà. Une dernière question. Merci pour la présentation. Vous avez fait un état des lieux un peu des sites publics, notamment au Luxembourg. On a une visu un peu de ce qui se passe à l'échelle européenne. Est-ce qu'on a des bons élèves, des mauvais élèves? Et Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, qui est réalisée par une société belge sur base de tests automatisés. Donc les tests automatisés, comme je vous l'ai dit, toujours à prendre avec des pincettes, c'est pas parfait. Il peut y avoir des faux positifs et dans lesquels c'était les pays nordiques qui sortaient dans les premiers. Et aussi, ce qui était intéressant dans leur étude, c'est qu'ils ont qualifié si c'était des sites publics, privés, quel secteur, les banques, voilà, le e-commerce, tout ça. Et globalement, les meilleurs sites du classement, plus de 10% au-dessus de la moyenne, c'était le secteur public. Ensuite, arrivé 3% au-dessus de la moyenne, les banques. Et après, tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important à savoir. Au Luxembourg, nous, chaque année, sur le portail Accessibilité publique élue, on publie une synthèse de tous les audits. Et donc, on voit aussi l'évolution en termes de conformité des sites, parce que ça fait 5 ans en fait qu'on mène ces audits, donc on voit la progression. Et en termes de progression sur les sites internet, elle est claire. Il y a quand même plusieurs points de pourcentage qui ont été gagnés, puisque grosso modo, ça va de 0 à 100%. Sur les applications mobiles, c'est plus nuancé. La progression est pas la même, quoi.
Donc là, si vous regardez sur notre site, dans les actualités, ici, vous avez le top des sites en 2024 qu'on a contrôlés dans le secteur public, avec les taux de conformité. Donc vous voyez quels sont les sites qui performent le mieux ou le moins bien. Voilà. Oui, N'hésitez pas à aller les voir. Voilà. On s'est pas auto-évalué. Hein. Voilà. Merci beaucoup.